Bonsoir, Diane Ducrécy, psychologue avec Marie Desnoyers, psychologue au Centre François Baclès. Donc voilà, on va poursuivre un petit peu les propos de Karine concernant l'éthique en rebondissant un petit peu sur la question des enjeux psychologiques. Alors effectivement, on a introduit être informé, qu'en est-il? Bon, finalement, l'information en santé, la rendre accessible à tous, eh bien, c'est-à-dire en premier lieu l'adapter à chacun. Alors donc, il est pour nous illusoire de penser que l'information de la toile, du net, des forums, des réseaux, est un idéal d'accessibilité, car en rien finalement elle n'est adaptée à chacun. Et en rien elle n'est mise dans un espace de rencontre, un espace unique où se partage une réalité. Donc nous centrerons vraiment notre propos sur cette information transmise du professionnel au patient. Ainsi, nous sommes donc d'emblée projetés dans cette délicate nécessité de faire d'une chose, l'information, tant de différents possibles. Parce que tous, et bien comme nous le disons, c'est d'abord chacun, certes dans ce qu'il a de même, un patient, donc dans ce qui nous concerne ici à Baclès souffrant d'une pathologie cancéreuse, mais aussi dans ce qu'il a de différent, d'unique et de singulier. Ainsi, nous ne pouvons parler d'accessibilité qu'en termes d'adaptabilité, et de tous qu'au vu de chacun. Bon, et là, on vous a tous un peu perdus, puis chacun ou chacun tous, ou un peu tous chacun. Bon. Alors informer, comme nous le soulignons, c'est aussi transmettre. C'est-à-dire tisser un lien entre deux, entre celui qui donne l'information et celui qui la reçoit. C'est donc avant tout une rencontre, la rencontre de deux subjectivités qui vont devoir s'adapter et converger vers une réalité commune à partager ou pas. Mais nous verrons que transmettre une information, finalement, ne suffit pas à son intégration. Il s'agit d'un processus comprenant plusieurs étapes. Alors l'attention du patient dans ce moment unique de l'information transmise. Alors attention qui est souvent parasitée par ce caractère extraordinaire de la situation, notamment lors des premiers temps d'échanges informatifs concernant ce grand bouleversement qu'est la maladie. Alors, compréhension et intégration vont se mêler finalement cognition et émotion, c'est-à-dire ce que notre cerveau perçoit avec effectivement tout notre matériel de pensée, et puis émotion. Voilà ce qui se passe pour nous en tant que sujet unique dans notre histoire à ce moment-là. Donc, compréhension et intégration vont se mêler cognition et émotion. Et puis rétention. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qui peut être retenu, sachant que ce qui est entendu et compris dans un cadre donné, à un moment T, ne peut pas forcément s'inscrire en mémoire, et ce non pas pour des raisons mnésiques, sans qu'il y ait un quelconque problème mnésique, mais bien dû à la force de l'impact émotionnel dans les possibilités mnésiques, justement. Alors, dans la pratique clinique, les réalités de faits complexes sont de faits complexes, parce qu'à ces étapes s'entremêlent aussi ce que l'on va appeler les représentations. Il s'agira donc d'accompagner le patient, pour nous en tant que soignants, tout aussi bien le médecin, l'oncologue, le radiothérapeute, ainsi que tous les soignants, notamment des soins de support qui vont accompagner les patients. Il s'agira donc d'accompagner le patient dans sa construction du sens de l'information. Alors tout ça pour illustrer que finalement la chose n'est pas si simple, la transmission de l'information, et que finalement il est nécessaire de composer justement avec le fait qu'elle ne le soit pas toujours, afin d'en garantir la pertinence. Nous pourrions ainsi dire qu'il n'existe pas une intégration, mais différents possibles intégratifs. Roland Gori d'ailleurs, psychanalyste, nous transmet dans son ouvrage La tâche aveugle de la transparence cette phrase: confondre révélation et information, c'est confondre l'homme cognitif et l'homme tragique. Donc effectivement, ce qui est important pour nous, en tant que soignants, c'est bien de prendre en compte cet homme dans sa globalité. Alors nous pouvons reprendre ici des exemples de discours de patients qui illustrent bien ce chemin parfois barré, ou tout du moins sinueux, entre la transmission de l'information et sa possible intégration. Quelques exemples de discours comme « Jamais je n'aurais pensé que l'on puisse m'annoncer cela, j'avais l'impression qu'on me parlait de quelqu'un d'autre que moi »
Ou alors, je suis incapable de savoir ou de me souvenir de ce qu'on m'a expliqué à ce moment-là. Ou encore, je ne comprenais pas les mots que je connaissais. Enfin, tout ça, ce sont des discours de patients que l'on reprend en consultation, que l'on entend. Ou alors, je pense que malgré moi, je le savais, mais ne voulais rien en savoir. Chemin donc parfois chaotique, notamment lorsque l'information, telle qu'elle l'est dans ce domaine de la transmission du professionnel au patient dans le champ de la maladie grave, a potentiellement eu en premier lieu valeur traumatique. C'est-à-dire que la première information est bien souvent celle qui inscrit le patient dans cette réalité du diagnostic. Information inaugurale donc, qui vient faire rupture d'avec un avant, rupture d'avec un sentiment unitaire, rupture qui souvent ne peut se vivre qu'à l'aide de certains mécanismes de défense, tels que le déni, la colère, qui permettront qu'une réalité vivable puisse s'aménager là où parfois tout ce qui faisait sens n'en a plus. J'avais l'impression qu'on me parlait de quelqu'un d'autre. Ainsi, nous pouvons dire que être informé n'est pas savoir et savoir n'est pas croire. Toute information ne pourra être entendue comme un en soi véritable, quelque chose qui fait vraiment écho, dès lors qu'elle affirme et assigne l'impensable, qu'elle confronte le sujet qui se pense à un objet à penser. Ainsi, pour certains patients, le soignant suppose une compréhension de l'information, mais il n'en est rien, et non pas pour des raisons cognitives. Je pense à ce patient qui était lui-même médecin de profession, retraité, mais qui ne pouvait pas comprendre finalement ce que lui a annoncé donc l'oncologue, et il ne pouvait pas comprendre ce qui pourtant était tout à fait compréhensible pour lui. C'est-à-dire que finalement, pour qu'une information puisse être accessible, il s'agisse qu'elle le soit subjectivement et qu'elle puisse se vivre, être en mouvement, être en possible partage. Tel est d'ailleurs l'accompagnement qui peut se proposer dans ce souci de soutenir quelque chose du côté de la subjectivité avec le psycho-oncologue. Permettre à l'information de s'entendre, raisonner et se raisonner subjectivement, là où l'information ne sera plus tant du côté du savoir compétent ni du savoir connaissance, mais bien plus d'un entendement du patient dans toute sa singularité. D'ailleurs, bien souvent, il est nécessaire de rappeler au patient, afin de le soutenir dans sa possibilité de penser l'information, qu'il est avant d'avoir. Il est monsieur X, madame X, avant d'avoir cette maladie. Vous n'êtes pas réduit à ce que vous avez. C'est souvent une parole qui peut permettre justement au patient, qui introduit sa possibilité de penser son information. Il s'agira alors, au travers de l'information, de faire advenir la possibilité d'une mise en sens, donc la possibilité d'une continuité, passer outre cette rupture d'une première annonce bien souvent traumatique. Chacun développe sa propre voie pour aménager sa vérité, nous dit Sylvie Faisan dans un ouvrage sur la relation médecin-malade. L'information ainsi transmise, avec souci de ses différents possibles intégratifs, pourra avoir valeur de contenance, de soutenance dans le parcours de soins, tant pour permettre aux patients pour qui cela est nécessaire de se saisir de son parcours de soins, d'en comprendre et ainsi aussi parfois d'en contrôler quelque chose, tant pour permettre à d'autres pour qui cela sera autrement, voire inversement nécessaire, d'être portés et non assignés à un savoir insaisissable. Ne rien en savoir peut également être un choix, se laisser porter, se laisser guider. Il s'agirait ainsi pour le professionnel de saisir ce qui devra être su, ce qui rejoint un peu tes propos, Karine, pour se vivre, et ce qui ne pourra se vivre qu'à l'insu. Bernard Waldny nous dit « Les conditions d'une information appropriée peuvent être définies. C'est le patient qui renseigne le mieux ses dispositions. L'information peut être totale selon la loi, mais elle est forcément limitée par une quantité inutilisable par le patient, débordante ou même nuisible parfois. » Alors, l'incertitude comme nécessité.
Reprenons ce discours si souvent entendu comme gage de sécurité de la part des soignants. Le patient est au clair. Alors bien souvent, gage de sécurité pour le soignant qui le réassure lui-même, soignant pris dans ses incertitudes, inconfortables certes, mais nécessaires elles aussi. Alors finalement, qu'y a-t-il à entendre derrière ce « le patient est au clair » ? Peut-être la possibilité finalement qu'il n'y ait pas ni le clair ni l'obscur, mais que puisse exister une réalité qui puisse se dévoiler comme se voiler, qui puisse être en mouvement, donc se vivre. Finalement, toute réalité figée a ce risque d'être mortelle, mortelle psychiquement. Elle ne peut se penser, dès lors qu'elle est figée, assignée. Il est donc important de composer avec ce mouvement et de soutenir ce mouvement du dévoiler-voiler. Dévoiler l'information sans l'absolue injonction que le patient doive être et rester au clair. Ce qui rejoint l'idée développée par Marie-Frédérique Baquet, l'absence d'information augmente les fantasmes, mais trop d'informations tue les fantasmes. Et sans fantasme, on ne vit pas psychiquement. Alors il s'agirait finalement d'une mise en garde, d'un tout savoir, de ne pas réduire le corps en une machinerie intérieure sans commune mesure avec l'être qui en est le propriétaire. Trop d'informations sur son propre corps rend vide de fantasmes la psyché. Ainsi en témoignent certains malades, je n'ai plus de futur, seulement un passé médical. Alors, sur ce thème de l'information en santé, moi je vais aborder l'information oncogénétique et les pouvoirs et les effets du pouvoir de la révélation. Quand la découverte de ce qui est caché emprisonne plus qu'elle ne libère. Alors, prenons l'exemple d'une femme non malade qui décide d'entrer dans une démarche oncogénétique concernant la recherche d'une prédisposition génétique sur BRCA1 ou 2. Tout d'abord, l'histoire familiale de cette femme est teintée d'un passif lié au cancer du sein et ou de l'ovaire. Souvent, elle a des ascendants, des parents, tantes, cousines, qui ont déclaré un ou plusieurs cancers et qui en sont peut-être morts. Elle va alors être confrontée à l'information génétique la concernant, avec un vécu psychologique déjà empreint de la maladie et de ses conséquences. Cela s'appelle des antécédents, ayant valeur de facteurs de risque, de difficultés d'adaptation psychologique à l'annonce d'une prédisposition génétique. Angoisse importante d'une transmission possible à sa descendance, dans le cas où la femme a des enfants, et cette angoisse est majorée lorsque ces enfants sont des filles. Par exemple, à l'annonce de la présence de BRCA1, une femme a pu verbaliser une angoisse terrible de l'annoncer à ses filles adolescentes. L'idée derrière ces angoisses était pour elle l'impossibilité de leur garantir qu'elles ne seraient pas malades un jour. Elle était ici confrontée à ses limites en tant que maman, limitée à ne pas pouvoir protéger ses filles et devant faire le deuil de son idéal de bonne mère. Il y a donc ici une remise en question identitaire profonde face à l'annonce d'une prédisposition génétique. On voit bien que la génétique, le biologique vont également venir éclairer une hérédité familiale, non pas que génétique, mais également historique, venant mettre en lumière parfois des symptômes transgénérationnels et venant repositionner la femme entreprenant ses démarches dans un arbre généalogique complexe, teinté de traumatismes, de deuil et de perte. L'annonce d'une prédisposition génétique va pouvoir augmenter aussi le sentiment de vulnérabilité psychologique bien sûr. En exemple, cette femme, inquiète de l'impact d'une telle prédisposition sur sa féminité, notamment dans la perspective d'une ablation des ovaires et de ses conséquences hormonales et libidinales. Et cette femme va témoigner d'importantes angoisses de mort à l'annonce de la présence de BRCA. Pour autant, l'annonce n'est pas celle de la maladie, mais du risque augmenté de la développer. En cas de prédisposition génétique, donc, la femme va être sous le choc de ce qui vient de lui être annoncé. Elle va devoir désormais vivre avec un risque important de développer une pathologie cancéreuse. Bien qu'une part de l'incertitude va être levée, celle de connaître une partie infime du réel de sa génétique,
Ce statut biologique précisé va ouvrir vers d'autres incertitudes, à savoir celles concernant le risque d'être malade. Le rôle du psychologue, alors, sera d'accompagner la femme à composer avec cette incertitude, qui pourrait s'apparenter possiblement au vécu de l'incertitude du risque de la récidive. Ainsi, la question du savoir en oncogénétique va ouvrir à d'autres questionnements d'un point de vue psychodynamique. Par exemple, peut-on considérer la génétique comme un savoir vérité inscrit dans le corps ? Est-ce une inscription cristallisant la certitude d'un avenir conditionné, prédéterminé ? Il nous apparaît important de nuancer ces questionnements en les complétant d'un autre regard, mais tout aussi complémentaire, celui de l'épigénétique. Alors, l'apport de l'épigénétique, ça met en avant l'idée qu'il existe une modulation de l'expression des gènes en fonction des comportements au quotidien. S'entremêlent ainsi et s'entrecroisent différentes réalités, celles inscrites, dites sues, au regard de celles de l'être psychosocial non défini par avance. Ainsi, le savoir génétique ne peut se réduire à un savoir-vérité sur l'être, vécu et à venir. L'information n'est ainsi donc pas à entendre du côté de la certitude ou de la prédétermination. Ainsi, rendre accessible l'information, c'est permettre ce caractère non absolu, accorder à l'information le crédit de son incomplétude. Donc, pour conclure sur ce topo, concernant les différentes possibilités de pensée, transmission, réception de l'information, nous pourrions ouvrir sur une notion que Fletcher nous a transmise entre vérité logique et vérité morale. Notion qui vient questionner en fait la responsabilité de la transmission d'un savoir. Fletcher nous parle de responsabilité et humanité qui parfois empêchent le médecin de divulguer la vérité sur son état à un malade qui serait mis en danger ou inutilement inquiété par ce savoir. Notion aussi de responsabilité d'une prise en compte subjective qui ainsi résonne avec notre propos, entre guillemets, la rendre accessible à tous, c'est-à-dire l'adapter à chacun. Nécessité d'une prise en compte donc subjective, individuelle et propre à chacun. Et parfois aussi transmettre l'information, c'est devoir annoncer à quelqu'un, quelque chose qu'on ne veut pas dire à quelqu'un qui ne veut pas l'entendre. Et puis finalement, l'adapter à chacun, c'est aussi se prendre soin, soutenu de la pluridisciplinarité, afin d'accompagner le patient à réinscrire une possibilité de continuité, là où le traumatique, bien souvent l'annonce, a fait rupture. Nous pensons là bien sûr aux soins de support de ce chacun individuel au-delà de la maladie. Soins de support comme réel support d'une possibilité de rouvrir avec le patient une configuration lui permettant du pensable, du vivable, vers un au-delà de l'anéantissement, un travail de contenance et de transformation. Rendre accessible l'information, oui, mais tout en se rendant accessible à entendre et accueillir la vérité du patient, en acceptant que parfois le savoir médical ne pourra être celui du patient, se défendant d'être emprisonné dans un impossible, restant garant de sa liberté psychique, de sa possibilité fantasmatique. Pour conclure, voilà, on a décidé finalement de vous illustrer une petite phrase d'une patiente récemment en consultation, qui a fini la consultation en disant ces mots. « Je me suis bien gardée d'aller lire certaines choses, on n'est pas prêt à tout savoir. »